Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer d'échanger sur les identités externes et peut-être pour faire un peu plus connaissance. Alors, je ne vais pas vous demander qui a payé son entrée au FIC, mais est-ce que parmi vous, il y a des entreprises qui externalisent à des tiers des fonctions qui touchent de près ou de loin à vos clients? Donc on pense au centre de contact client, les gens qui font le support client, les gens qui interviennent chez les clients. Ça peut être des clients de type grand public ou des clients de type entreprise. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de timides. Peut-être que vous serez plus à l'aise sur une autre question, c'est est-ce que vous avez complètement la confiance, est-ce que vous accordez votre confiance complètement à ces prestataires, ces partenaires qui interviennent et qui accèdent à vos systèmes d'information? Oui, je vois des mouvements sur les visages. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, l'objectif qu'on va atteindre ensemble, c'est vous montrer comment nos clients chez TrustBuilder arrivent à mieux gérer le paradoxe de ouvrir son système d'information à des populations qui ne sont pas sous votre contrôle. Alors pourquoi une entreprise devrait s'intéresser à ces identités externes? Tout simplement parce que c'est un très très bon moyen d'avoir accès aux données de l'entreprise et donc d'avoir accès pour pouvoir les voler. Donc l'attaquant, si on regarde les différents types d'identités que l'attaquant peut compromettre pour accéder à vos données, si on s'intéresse d'abord aux identités clients, bon, on sait que quand on compromet le compte d'un client, d'une manière générale, sauf erreur de conception grossière, on va pouvoir compromettre uniquement les données qui concernent ce client. L'impact n'est pas énorme. Encore une fois, si on arrive à rebondir sur d'autres clients, le problème est différent. Mais par construction, le compte d'un client ne donne accès qu'à ces données de ce client-là. Et donc, malgré le fait que les entreprises mettent au final assez peu de moyens à sécuriser ces identités-là, parce qu'on va chercher à faciliter l'adoption, on va chercher à limiter les frictions que vont vivre ces utilisateurs. Et malgré le fait que la maturité cyber de ces types d'utilisateurs est relativement faible, au final, l'impact, le risque est assez faible, puisqu'on va pouvoir accéder qu'à une seule partie des données. En revanche, si on regarde les employés, là, l'histoire est complètement différente, parce qu'un employé peut avoir accès à beaucoup de données, voire à la totalité des données de l'entreprise. Et là, forcément, si la fuite d'un compte d'un employé arrive, l'attaquant va pouvoir avoir accès à énormément de ces données. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les entreprises mettent beaucoup d'efforts pour protéger ces identités-là et les accès utilisés par ces identités-là. Elles mettent aussi des moyens dans l'éducation cyber de leurs employés, de la sensibilisation, des tests de phishing. Voilà, tout ce qui permet de monter les difficultés des attaques pour les attaquants. Donc au final, tous ces moyens qui sont mis en œuvre vont venir abaisser l'impact qui, malgré tout, pourrait être fort, mais ça va venir abaisser le risque de la fuite d'une identité employée. Et nous, aujourd'hui, on va parler des partenaires parce que, de mon point de vue, c'est un peu le pire des deux mondes. Les partenaires peuvent avoir accès à énormément d'informations auprès de vos clients. Par exemple, si on pense aux gens qui se connectent au CRM pour faire le support client, ils ont accès à toutes les données de vos clients. Et donc, ces gens-là ont accès à beaucoup de données, peut-être pas autant que les employés, mais beaucoup de données. Mais malgré tout, vous ne pouvez pas leur imposer des moyens importants pour pouvoir accéder à ces données. C'est très compliqué d'aller dire à un partenaire, pour pouvoir travailler avec moi, il va falloir que tu mettes ton niveau de sécurité à tel niveau. Il faudra que tu mettes du MFA pour tous tes employés. Ah, mais comment je fais, moi? C'est des gens qui sont en centre d'appel. Comment je fais pour leur donner je ne vais pas leur donner des smartphones à tous ces gens-là, c'est pas possible. Et puis, vous ne maîtrisez pas non plus la maturité cyber des employés dans ces entreprises-là parce qu'il y a du turnover, vous n'êtes pas forcément au courant. Et donc, voilà, c'est des choses qui sont compliquées à maîtriser. Et c'est ce qui fait que c'est par là que les attaquants passent aujourd'hui, parce qu'ils ont bien compris que les entreprises ont du mal à aller sécuriser ces accès-là et ces identités-là.
Et donc, c'est là-dessus que l'on va pouvoir échanger aujourd'hui. Si on réfléchit à comment on peut protéger ces identités, on va commencer à rencontrer un certain nombre de problèmes. Un partenaire, je ne vais pas pouvoir le mettre dans mon SIRH. Ce n'est pas un employé. Donc, si j'ai tout le processus pour onboarder mes employés, avoir des comptes sécurisés, etc., c'est bien pour les employés, mais ce n'est pas adapté aux partenaires. Et puis, du coup, ce qu'il arrive souvent dans les entreprises, c'est qu'on va gérer ces utilisateurs-là à la main, avec des fichiers Excel, par exemple. Alors là, rien ne me garantit que mon partenaire me renvoie le fichier Excel à chaque fois qu'il a un départ dans son entreprise. Est-ce qu'il me tient vraiment à jour? Est-ce que j'arrive à obtenir des informations fiables? Et puis, aller mettre en place des outils d'IGA, ça ne va pas forcément être intéressant parce que ça va vite devenir coûteux. Et donc, il y a une autre possibilité qui nécessite d'avoir des partenaires un petit peu plus matures, mais c'est d'utiliser les IDP utilisés par ces employés de ces partenaires. Parce que on retombe dans un contexte qui est déjà bien maîtrisé par le partenaire. Il a un IDP, on peut faire confiance à cet IDP, moyennant le fait peut-être qu'il demande du MFA à ses employés. Mais voilà, c'est quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Par contre, on va se retrouver à aller intégrer un IDP par partenaire, un fournisseur d'identité par partenaire. Et puis là, donc, il faut quand même commencer à mettre les mains dedans, parce qu'aller faire ces intégrations, quand on ne fait pas ça au quotidien, ça peut être un petit peu touffu, on va dire. Et puis surtout, les applications ne sont pas forcément toutes conçues pour pouvoir s'interfacer à N fournisseurs d'identité. Et peut-être on a besoin d'une brique pour pouvoir aller agréger tout ce petit monde, tout cet écosystème de partenaires, pour pouvoir donner accès à ces applications métiers. Et en parlant de maturité de partenaires, comme je le disais, on ne peut pas forcer les partenaires à utiliser du MFA. Avoir des smartphones pour tout le monde, distribuer des clés physiques à tous les employés, bon, ça n'existe pas vraiment dans la vraie vie, quoi. Donc il faut trouver des alternatives pour pouvoir monter le niveau de sécurité, éviter que ces identités se fassent compromettre. Donc c'est dans ce contexte que TrustBuilder s'engage auprès de ses clients. Les entreprises aujourd'hui, nous ce qu'on constate, c'est qu'elles doivent faire le choix entre sécurité et expérience utilisateur. Alors que si elles veulent faciliter le business et la relation avec leurs partenaires, elles doivent pouvoir conjuguer ces deux choses qui sont assez éloignées à l'origine. Et donc, nous, notre rôle, c'est de les accompagner pour orchestrer les accès aux applications à destination de leurs employés, de leurs partenaires et de leurs clients. Aujourd'hui, on va focuser sur les partenaires, mais voilà, je mentionne quand même, on couvre aussi les cas d'usage des employés, des clients. Ça peut être intéressant d'échanger là-dessus également. TrustBuilder, c'est né de la société française Inwebo, qui à l'origine est spécialisée en authentification forte. On s'est étendu dernièrement à la gestion des accès. On couvre la moitié du CAC 40, on est présent, on a des clients en Belgique, en Italie, en Espagne. On a une certification ANSI depuis longtemps. Voilà, on a un acteur qui est sur le marché depuis 2010, solution certifiée en 2012. Donc voilà, on a quand même une certaine existence et une certaine dynamique d'adressage du marché des identités. Et puis notre technologie brevetée fait que ça nous positionne sur un axe un peu différent de tous nos petits confrères qu'on peut trouver ici, qui font des choses intéressantes, mais nous on les fait un petit peu différemment. Et pour ma part, j'ai la chance d'animer une équipe qui conçoit, qui vend et qui déploie les solutions chez les clients. Je vous propose, autour d'un cas d'une entreprise fictive, mais assez inspirée de la réalité, de vous montrer comment on adresse ces enjeux-là sur le terrain. Donc, cette entreprise fictive s'appelle Aerotech. Elle met en place tout un écosystème autour de ses partenaires. Donc là, il y a 4 partenaires. Il y a Aerotech Research qui est une filiale. Ça, c'est intéressant, les filiales, parce qu'on peut aussi les considérer comme des partenaires. Et puis, on va s'intéresser à FlySafe Maintenance Service, qui est une société qui réalise les prestations de maintenance sur les pièces aéronautiques conçues par Aerotech. Et donc, Aerotech met à disposition de ses partenaires tout un tas d'applications métiers pour pouvoir travailler ensemble. Donc le sujet, c'est comment Aerotech peut faire pour gérer toutes les entrées-sorties des employés dans ces entreprises-là, dans les filiales,
comment gagner, peut-être donner de l'autonomie à ses partenaires, parce que au final, remontrer ça en centrale aux équipes IM d'Aérotech, c'est peut-être pas humain, tout simplement. Voilà, ça nécessite beaucoup de personnes pour pouvoir traiter ça. Et puis, comment on collabore mieux avec ses partenaires. Alors, on s'appelle Trust Builder, donc je vais quand même vous expliquer comment on construit la confiance. On a une solution d'authentification forte qui s'appuie sur une application mobile, j'ai envie de dire un petit peu comme beaucoup de monde, qui s'appuie sur des clés FIDO, j'ai envie de dire comme beaucoup d'acteurs, mais ce n'est pas ça qui est important pour les partenaires, parce que j'ai passé 5 minutes à vous expliquer que les partenaires ne pouvaient pas tous avoir des smartphones et des clés physiques. Ce qui est important, c'est qu'on a des alternatives à ça, qui sont vraiment utilisables dans tous les écosystèmes. Notre application Authenticator peut s'installer sur les postes de travail, que ce soit des postes Windows, Mac ou Linux. Donc là, vous pouvez avoir des gens de nature complètement différente et vous pouvez leur fournir un moyen de faire une authentification forte. Et notre techno est suffisamment robuste pour s'exécuter aussi dans le navigateur de l'utilisateur directement. C'est notre technologie brevetée qui permet de faire ça. Et alors là, quand votre partenaire accède à des applis web en faisant son authentification forte dans son navigateur, il y a quelque chose de magique. Et puis, on peut aussi construire la confiance parce qu'on est capable d'aller agréger différentes sources d'identité. Alors, quand on est sur des environnements un peu publics ou santé, on trouve toute la galaxie des IDP fournis ou sponsorisés par l'État. Et puis, quand on est dans le monde des entreprises, si vous avez des partenaires qui utilisent Google, Entra, Okta et d'autres, même des IDP un petit peu customisés, voilà, on est capable de les agréger puis de les fédérer. Et c'est d'ailleurs ce que fait Aérotech avec sa filiale. Parce que sa filiale, elle a un IDP, et puis c'est des gens qui se connaissent, ils savent qu'ils travaillent assez correctement, donc ils leur font confiance. Voilà, ils vont carrément faire confiance à l'IDP. Donc l'employé d'Aérotech Research se connecte le matin, il accède à ses applications, et quand il veut aller accéder à l'outil de collaboration ou gestion de commandes, eh bien, il va accéder aux applications d'Aérotech sans avoir à se réauthentifier. Donc, expérience utilisateur extrêmement simple, et ça facilite vraiment l'usage par les utilisateurs finaux. Et donc pour ma démo, moi j'ai choisi de prendre le cas de FileSafe Maintenance Service, parce que Aérotech, donc, avec les moyens d'authentification forte que je vous ai présentés brièvement, Aérotech va pouvoir donner des identités MFA, passwordless, à ces utilisateurs-là. Et Aérotech, pour se simplifier la vie, met en place également des politiques d'accès basées sur le rôle ou le type d'utilisateur qui va accéder à ces applications. Nous, on appelle ça des personas. Et en fait, les politiques d'accès basées sur les personas, ça a un avantage, c'est qu'on se fiche de savoir d'où vient l'utilisateur. L'important, c'est qu'il ait ce persona. Et si l'utilisateur a le persona maintenance, il accédera aux applications qui permettent de faire les maintenances. Et l'intérêt des personas, c'est pas ça, parce que vous allez me dire c'est des groupes, mais l'intérêt, c'est qu'on peut déléguer ça aux partenaires. Donc Aérotech a mis en place une délégation d'administration auprès de ses filiales. Donc chaque partenaire peut avoir un power user ou plusieurs power users qui vont être capables de gérer finement qui a quel persona dans l'écosystème d'Aérotech. Et ça permet de complètement déléguer la gestion des entrées-sorties et des changements de casquette des utilisateurs à ses partenaires. Alors évidemment, Aérotech a de la visibilité, mais le principe, c'est que Kim peut donner des personas à Ray et Rob pour leur donner accès aux applications qui sont contrôlées par le fait qu'on possède ce persona. Donc la première démo, c'est justement comment Kim va donner un persona qui va permettre à Ray de faire son travail. Donc là, ce que j'ai mis en surbrillance, c'est le fait que Kim, qui est connecté, possède l'administration de délégation sur un périmètre, le périmètre qui est FlightSafe Maintenance Service. Il est hors de question que Kim aille gérer et donner des personas aux utilisateurs des autres partenaires. Ce serait complètement rédhibitoire. Là, en l'occurrence, Kim ne peut voir que les utilisateurs qui sont rattachés à son périmètre.
Donc Kim peut, en étant connecté au portail de self-service, aller gérer ses utilisateurs. Et on voit que Ray, aujourd'hui, il a un persona uniquement partenaire. Et par simplement quelques clics, Kim va pouvoir aller affecter un persona à cet employé. Et donc là, en l'occurrence, c'est le persona d'agent de maintenance, parce que Ray réalise les maintenances sur les pièces d'Aérotech. Alors la délégation de persona et l'administration des personas, la validité persona peut démarrer à une date et se terminer à une date. Ce qui est pratique parce que ça permet de prévoir dès le départ que Ray va arrêter sa mission à un moment donné. Donc on a pu se casser la tête de savoir si Ray est toujours présent dans cette entreprise-là. C'est géré par les dates de début et les dates de fin. Et puis, comme je disais, Kim n'a la possibilité que de gérer son périmètre qui concerne son entreprise. Donc voilà, elle peut déléguer ce persona à Ray uniquement sur le périmètre de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Donc par ces quelques clics, le persona a été associé, ajouté au profil de Ray, ce qui fait que voilà, il peut faire son travail. Alors si on souhaite, par défaut le persona est actif, mais si on souhaite, le persona peut être désactivé ou mis en stand-by avec un process de validation supplémentaire. Mais voilà, c'est tout ce que le power user chez le partenaire devra faire pour pouvoir gérer qui doit faire quoi sur ces applications. Et donc maintenant, on va voir comment Ray va aller activer son compte passwordless, son MFA passwordless. Donc là, j'ai choisi de vous montrer notre technologie dans le navigateur. Mais je le rappelle, on a l'application qui se met sur les postes de travail également ou sur les smartphones. Là, c'est un petit peu plus facile. Donc voilà, comment ça se passe pour aller associer un navigateur, qui sera un facteur de possession, au profil de Ray, et comment Ray va définir son code PIN, qui va lui permettre d'avoir un facteur de connaissance. Donc on a bien deux facteurs de nature différente qui lui permettront de prouver son identité. Donc Ray a reçu un email de la part d'Aérotech qui lui dit il faut activer votre compte pour pouvoir travailler avec nous. Donc dans ce mail, il y a un lien qui lui permet d'accéder au portail d'enrôlement. Et donc là, il a le choix avec toutes les différentes méthodes d'authentification forte supportées par TrustBuilder. Bon, en l'occurrence, on peut réduire si on veut limiter le choix pour certains utilisateurs. Mais là, je voulais quand même vous montrer les différentes possibilités. Donc Ray choisit d'aller activer son navigateur. Ce qu'on voit là, ce code d'activation, c'était caché dans le lien qui a été envoyé à Ray. Donc, voilà, Ray n'a même pas à se soucier d'avoir à retaper un quelconque code. Ce lien lui permet tout simplement d'aller définir son code PIN. Alors 6 digits vont suffire pour pouvoir aller prouver son identité. Et au moment où l'utilisateur valide ce code PIN, eh bien, notre technologie va aller déposer nos clés cryptographiques, nos clés dynamiques aléatoires, qui sont l'objet de notre brevet, dans le navigateur de Ray. Et avec ça, dans nos HSM, il aura son identité, ses clés cryptographiques, ce code PIN, et à chaque fois qu'il va utiliser cette combinaison-là, nous, on sera capable de vérifier que c'est bien lui. Donc ça lui a pris, là j'ai parlé, mais ça lui a pris 5 secondes. Et donc l'étape d'après, c'est comment il fait pour travailler au quotidien. Hop. Donc là, Ray va accéder à une des applications qu'Aérotech met à disposition. C'est le portail de maintenance qui lui permet d'enregistrer ce qu'il a fait comme maintenance sur quelle pièce. Donc il rentre simplement son identifiant. Et puis il est redirigé chez TrustBuilder pour pouvoir aller prouver que c'est bien lui. Donc il a rentré son identifiant sur l'application. Quand il arrive chez nous, il a simplement à rentrer son code PIN, parce que nous, on sait que ce navigateur est associé à son compte. Et au moment où il va valider son code PIN,
Et bien là, notre technologie va combiner le code PIN de l'utilisateur avec ces clés dynamiques aléatoires pour générer une preuve de l'identité de l'utilisateur. Donc ça, c'est renvoyé de manière complètement transparente pour l'utilisateur. Il n'a pas un OTP à retaper, un truc qu'il aurait reçu par SMS, qui pourrait taper sur une page de phishing, par exemple. Voilà, il n'y a pas ce sujet-là. Il va simplement saisir son code PIN, et pour lui, c'est complètement transparent. Ça a été validé par notre plateforme, et après, il est renvoyé sur l'application qui lui permet d'aller rentrer ces différentes actions. Alors voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. On peut prendre encore quelques minutes peut-être pour prendre quelques questions. Si vous voulez, on est présent sur l'espace Exatrust, tout à l'entrée, en haut des escaliers. Vous pouvez venir discuter avec nous. On est assez nombreux aujourd'hui pour pouvoir vous accueillir. Et puis je vous ai mis aussi des contacts si vous voulez peut-être avoir un point un peu plus spécifique sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des questions dans les médias ?